La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je vous demande encore quelques instants de patience parce que nous avons beaucoup de participants à cette web session et il faut laisser le temps à tout le monde de se connecter. Merci de votre patience. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette web session dédiée à la gestion à l'affaire dans 7GX3. Cette session va être animée par Christophe Adam, chef de marché 7GX3, qui vous fera tout d'abord une présentation d'environ 10 minutes. Ensuite, c'est Hervé Blanco qui prendra le relais, ingénieur conseil, qui lui vous fera une démonstration d'environ une quarantaine de minutes. S'en suivra un temps pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser tout au long de la session via le chat, puisque vos micros sont coupés, puisqu'on est nombreux. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous les aborderons en fin de présentation. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne session et je passe tout de suite la parole à... Sont activés. Bonjour Christophe. Christophe. Oui, bonjour, merci Isabelle, bonjour à tous et bienvenue dans cette session dédiée à la gestion à l'affaire. Merci de vous être connectés aussi nombreux. Donc cette session sera animée effectivement par mon collègue Hervé pour la partie présentation produit. Et puis comme le disait Isabelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans la partie dédiée à cette partie-là pour qu'on puisse y répondre en fin de session. Donc avant de passer la main à Hervé sur la partie présentation produit, je souhaitais juste donner quelques éléments pour contextualiser un petit peu cette notion de gestion à l'affaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, la croissance du chiffre d'affaires et des marges des entreprises reste année après année en fait un enjeu clé pour les entreprises, et que ce soit dans le secteur de l'industrie ou celui comment dirais-je, des services. Et donc cette croissance passe tout d'abord par le fait de conserver ses clients en maintenant une relation commerciale forte avec eux. Et on le sait très bien, dans la période actuelle, ces enjeux sont encore plus critiques. Alors, pour atteindre finalement ces enjeux, ces objectifs stratégiques, il y a plusieurs actions ou plusieurs orientations à suivre, et je vais en donner quelques-unes d'entre elles. Donc tout d'abord, pour booster son innovation en proposant de nouveaux produits ou de nouveaux services à ses clients. C'est un premier axe. Un second qui peut être de transformer son business model. On le voit aujourd'hui encore plus dans le contexte actuel avec le fait de travailler à distance, le fait d'orienter la livraison de produits de manière différente, de s'adapter au contexte. Un autre axe peut être également de renforcer la part de ses revenus récurrents dans la partie de son chiffre d'affaires global de manière à pérenniser sa rentabilité. Donc vraiment être sur une orientation de revenus récurrents complémentaires à ses offres
habituels, à ses produits habituels. Également un point important, c'est de reconfigurer l'ensemble de ces process pour pouvoir gagner en agilité et en temps de réponse aux demandes de ses clients, mais également en réponse aux évolutions, aux transformations du marché. Et puis un dernier élément que je souhaitais partager, c'est effectivement la capacité également à améliorer l'expérience client en personnalisant davantage les offres ou les produits ou encore même les services que l'on leur propose et en augmentant la transparence en fait entre cette relation client. Et donc finalement, quelle que soit l'approche retenue, privilégiée, de toute façon, elles aboutissent toutes à une intensification des relations avec les clients et ont une conséquence directe, c'est l'augmentation significative du volume d'informations à gérer par rapport aux différentes étapes du cycle d'une affaire. Et donc pour maximiser la performance commerciale de manière générale, ça devient indispensable pour les entreprises de s'équiper d'une solution de gestion à l'affaire. Alors, comment finalement Sedge peut accompagner ses clients ou les clients de ses clients face à ces nombreux challenges, face à ces transformations? Et bien, tout d'abord, un des atouts, certains atouts du module de Sedge de gestion à l'affaire, c'est d'apporter cette flexibilité autant dans l'organisation, des process à l'affaire et sans pour autant perturber le business classique, le business as usual comme on l'appelle bien souvent, et sans perturber non plus d'ailleurs les autres process qui sont déjà en place dans l'entreprise. Donc ce module qui est totalement transverse permet également de fédérer autour d'une approche, on va dire, affaires communes, entre guillemets, les différentes expertises dans l'entreprise et puis ainsi d'apporter une meilleure interopérabilité et donc une meilleure réactivité à des événements ou encore à un besoin et donc mieux répondre à ses clients. Alors, si l'on parle un petit peu de fonctionnalité, et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, puisque Hervé se fera un plaisir de détailler l'ensemble de cette couverture fonctionnelle du module PJM. Alors, vous verrez un grand nombre de fois PJM, donc c'est le nom du module de gestion à l'affaire d'X3. Effectivement, ce module intègre différents niveaux de réponse aux attentes des entreprises autour de la gestion à l'affaire. En fait, cet ensemble de fonctionnalités répond à des processus autant industriels que services, comme je l'évoquais au début de cette session, et permet ainsi d'assurer en fait une cohérence et un alignement de l'ensemble des intervenants autour d'une affaire qui va vraiment être le pilier de cette gestion dans l'entreprise. Et finalement, quels sont les objectifs, quelles sont les finalités autour de cette gestion à l'affaire? Eh bien, c'est de pouvoir piloter de manière centralisée, de pouvoir suivre financièrement l'affaire en parallèle d'un suivi opérationnel. Donc finalement, en quelque sorte, c'est de rassembler les deux approches par rapport à un socle commun qu'est cette affaire, ce qui est un véritable enjeu aujourd'hui pour les entreprises, pour pouvoir faire des arrêtés de production, des arrêtés sur les encours, et pour arriver à un consensus entre les directions financières et les directions plus opérationnelles que peuvent être la direction de production, de distribution, des services. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport à cette notion de gestion à l'affaire. Maintenant, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce que l'on peut y faire au sein du produit Sedge X3 et de ce module plus précisément. Et donc, je vais passer la main à mon collègue Hervé pour qu'il puisse vous présenter le produit directement avec comment dirais-je, un ensemble de fonctionnalités. Hervé, je te passe la main. Merci Christophe, j'espère que vous m'entendez tous. Bien, donc je vais reprendre, alors j'ai repris le même schéma que tu viens de présenter pour orienter cette démonstration de la gestion à l'affaire dans Sage X3. Alors ce que nous allons aborder en premier, c'est tout ce qui est KPI, puisque il est évident que le principe d'une gestion à l'affaire, et ce qu'on attend d'une gestion à l'affaire, c'est piloter la marge, c'est avoir un suivi temps réel de ses coûts, du réalisé par rapport à ce qui était budgété, de maîtriser ses écarts, et du moins d'en être informé immédiatement. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir en premier, tout cet aspect pilotage des affaires. Ensuite,
on verra dans le détail sa structure, on verra comment une affaire est organisée, et puis on verra d'autres éléments qui vont intervenir. Par exemple, la gestion des offres. Donc ça, c'est un détail que je vous montrerai, une façon de construire les affaires à partir des offres. On verra d'autres process de création d'affaires. Ensuite, la partie gestion des opérations, c'est tout ce qui concerne les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir, qui vont saisir des temps. C'est toute la partie planning, bien sûr, de ces personnes-là, l'affectation des ressources. On le verra sur la gestion des opérations. On verra le circuit de validation des temps, donc une saisie des temps et son circuit de validation. Et puis, on verra une partie facturation à l'affaire avec quelques détails sur la facturation sur l'avancement, la facturation en mode régie, la facturation au jalon. Donc, on va voir un petit peu dans le détail ces éléments-là. Et puis également toute la partie gestion des contrats de service avec un exemple sur le principe de fonctionnement de la facturation des contrats de service. Et puis on terminera par la partie gestion de la reconnaissance de revenus avec quelques exemples que je pourrais vous montrer. Alors la première chose que je vous ai dit, c'est la partie KPI. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Donc, on va voir ici quelques exemples d'indicateurs que l'on peut obtenir. Ici, de suite, je connais le montant prévisionnel de ma marge. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la partie gestion d'affaires toute cette partie qui est budgétée, donc la partie principale qu'on va mettre en place au début de la création des affaires. Et puis, tout au long de l'exploitation, tout au long de la consommation, des achats, des gens qui vont saisir leur temps, éventuellement des heures de fabrication qu'on va faire, on va avoir un prévisionnel qui va se mettre à jour, donc un prévisionnel qui va se mettre à jour au niveau des coûts, et puis un peu prévisionnel du coup au niveau des marges qui va aussi évoluer. Donc là, on peut avoir tout le temps le suivi prévisionnel du montant de la marge qu'on doit réaliser. Ensuite, derrière, j'ai mis un autre indicateur qui est la variance de la marge. La variance, c'est quel est le pourcentage d'écart qu'il y a sur ma marge entre le taux qui était prévu initialement dans ce que j'ai budgété et le taux que j'ai aujourd'hui. Ici, dans cet exemple, on voit que la marge prévisionnelle est supérieure d'un peu plus de 4% de celle qui était prévue lors des budgets. On va continuer ici sur l'indicateur que l'on voit en dessous, où là j'ai le montant de ma marge, le positionnement du montant de ma marge par rapport au montant des ventes prévues. Et je vois bien qu'ici, je suis dans le vert puisque je suis à plus de la moitié du montant global sur la marge. Donc effectivement, on voit si ma marge était inférieure. À ce moment-là, je pourrais être dans l'orange ou le rouge. Ici, une autre forme d'indicateur, mais qui reprend un peu le même principe. Ici, c'est la part du coût. Donc toute la partie part des coûts, des coûts en général, par rapport au montant des ventes. Donc je vois ici que j'ai 46,30% de montant des coûts. Ce qu'il faut noter ici, c'est que je l'ai fait volontairement sur l'ensemble des affaires, ce qui me permet d'avoir une vision globale immédiate de mon business en fait, qui tourne autour de ces affaires. Un autre exemple que vous voyez en dessous, c'est le montant qui était budgété sur les coûts et le montant qui est réalisé, c'est-à-dire la petite barre rouge, c'est ce qui est réalisé. Donc je vois ici que sur alors par devise à faire, je vois que j'ai en fait des coûts qui sont supérieurs à ce que j'avais prévu initialement. Et puis, alors là, on est vraiment sur du global. On a d'autres indicateurs où là, on peut rentrer dans le détail, où ici, je suis sur du suivi d'affaires, mais donc toujours avec l'ensemble de mes affaires. Mais maintenant, je vais avoir beaucoup plus d'éléments. Déjà, j'ai un tableau qui va me permettre d'avoir au niveau de mon budget, le montant bien sûr budgétaire, mais ici au niveau de mes coûts, je vais pouvoir bien séparer la partie qui était engagée, la partie qui est réalisée et ce qui me reste à engager. Alors, j'en profite pour parler du reste à engager qui va pouvoir évoluer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à jour les affaires. Elle est indiquée un reste à engager qui est différent de celui qui a été calculé, en plus bien sûr ou en moins. Je vais avoir ensuite donc un total prévisionnel et un écart par rapport au budget. Et là, on fait apparaître tous les écarts par rapport au budget, c'est-à-dire que tous les budgets qui sont supérieurs à ce qui a été initialement prévu. Donc, je vois la marge, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le montant de la marge prévue. Donc, j'avais un revenu prévisionnel et un montant de marge. Et ici, je vais continuer, j'ai d'autres éléments, si je descends ici, où je vais avoir la partie facturée et la partie marge. Et je vois ici que dans ma marge réelle, si mon montant de marge, il est inférieur à 0, si j'arrive sur des pertes à terminaison, à ce moment-là, je peux mettre un indicateur qui me permet immédiatement d'identifier quelles sont les affaires sur lesquelles ma marge à terminaison est négative. Un autre exemple
un peu plus synthétique, mais qui reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la possibilité voilà, d'avoir, par exemple, sous forme de PNL, un montant prévisionnel, un montant budgétaire de mes ventes, de mes coûts. Et là encore, hein, dès que je suis en négatif, et à ce moment-là, je fais apparaître ces éléments-là. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais je peux revenir rapidement ici, juste surtout pour vous montrer qu'à partir de là, j'ai la possibilité de descendre sur le détail des éléments de mes affaires et je peux retrouver ici le détail de tout ce qui va pouvoir, enfin tout ce qui a mis le fait que j'ai des éléments qui sont négatifs et donc là je le détaille, donc je peux remonter sur le détail de chacun des éléments de mon affaire. Après, de manière plus simple, les requêtes classiques, standards, qui me permettent d'avoir tout simplement de pousser sur mon écran des informations importantes, par exemple l'ensemble des affaires détaillées par ligne budgétaire sur lesquelles j'ai un dépassement de budget, donc j'ai consommé plus que par rapport, plus que ce qui était prévu initialement. Alors, je vais revenir sur mon processus de tout à l'heure, celui que vous a montré également sur les slides Christophe. Ici, donc, on reprend l'affaire. C'est un petit schéma très simple qui explique ce que l'on va retrouver en gestion d'affaires dans Sage X3. Donc, j'ai bien sûr mon affaire qui est indiquée ici. Je vais avoir deux éléments importants, la structure de coût et le planning des tâches. Donc, la structure de coût, c'est ce qui va me permettre de définir mon budget à faire. Donc, si je vois ma structure de coût et son organisation, donc je suis ici sur du multiniveau. Le niveau le plus fin, ça va être des natures de dépenses qui vont être rattachées à chacun de mes codes budget. Et ces natures de dépenses, ça peut être de la main-d'œuvre, ça peut être des produits achetés, ça peut être des produits fabriqués, ça peut être des frais de déplacement par exemple. Tous ces éléments, c'est toutes les natures de dépenses qu'on va pouvoir rattacher sur ces budgets. Et puis ensuite, on va retrouver, si je reviens sur l'affaire, un deuxième élément qui est le planning des tâches. Donc, dans la structure de mon affaire, mon planning des tâches, lui, ça va être ma vision opérationnelle de l'affaire. Donc, je vais avoir des phases, des sous-phases, là encore plusieurs niveaux. Puis à chacune des tâches, je vais pouvoir rattacher des opérations, donc qui vont utiliser des ressources. Donc là, ça va être par exemple de la main-d'œuvre, bien sûr. Et puis, je peux également y avoir des articles. Ça peut être des articles que je vais acheter, que je peux revendre dans l'état. Hein, donc, j'ai la possibilité d'indiquer que telle ou telle ligne article est revendue. Ou alors, c'est des articles que je vais tout simplement consommer et que j'ai besoin donc d'acheter éventuellement, hein, si j'en ai pas en stock, de manière à pouvoir traiter et gérer mon affaire. Je peux avoir du mix, hein, c'est-à-dire que je peux avoir sur une même tâche à la fois des opérations et également des articles que je vais consommer, acheter ou bien sûr fabriquer. Donc, comme on le voit déjà ici, on peut très bien donc avoir des affaires qui ne concernent que des prestations de services. Et ça reprend le schéma que montrait tout à l'heure Christophe sur le fait qu'on couvre le négoce, le service ou la partie fabrication, puisqu'on peut très bien après avoir des affaires avec des contrats de service, on va avoir des affaires avec des heures de fabrication, donc des produits qu'on va fabriquer et là-dessus on va pouvoir générer des heures de fabrication. Donc tout ça fait partie intégrante de la structure de l'affaire et ce sont tous les éléments qu'on peut avoir dans une même affaire. Je vais juste rapidement compléter sur ce qu'on peut y trouver. Vous connaissez donc la partie affaires des fonctions CRM de Sage X3 que vous pouvez rattacher. Donc vous allez pouvoir rattacher une affaire CRM à une affaire projet. Vous y trouvez toutes les fonctions que vous connaissez déjà sur la partie CRM, sur les appels, les tâches, les rendez-vous que vous allez pouvoir rattacher à ces affaires. Au niveau du planning des tâches, je vous ai dit il y a des ressources et des produits. Les produits peuvent être achetés bien sûr ou fabriqués. Et puis derrière, les ressources, bien sûr, saisir des temps et on peut y saisir des frais, hein, les notes de frais qu'on va pouvoir rattacher à des éléments sur les affaires. Ce qui va être important derrière, bon, là, on a le côté vente, bien sûr, hein, tout ce qui est document de vente et règlement qui va intervenir. Mais ce qui va être intéressant derrière, c'est qu'on va avoir en temps réel un suivi financier. C'est-à-dire que dès qu'on va aller consulter le suivi financier d'une affaire, on va y voir en temps réel tout ce qui a été fait, c'est-à-dire le montant budgété, le montant qui a été engagé, le réalisé, les écarts. On va voir également l'évolution de la marge. Et ça, c'est en temps réel sur un tableau qui est entièrement paramétrable. On va aller voir ça de plus près et on va rentrer
dans une affaire pour aller voir un petit peu comment cette affaire est constituée. Donc la première chose ici, quand je suis dans mon affaire, déjà, c'est de voir qu'on a plusieurs typologies d'affaires. On peut avoir des affaires internes, on peut avoir des affaires modèles. Donc, vous créez des affaires modèles et après, vous allez pouvoir créer des nouvelles affaires à partir de cette affaire modèle. On peut très bien aussi créer des affaires à partir d'affaires existantes. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, des affaires internes, ça peut être des affaires où il va y avoir, par exemple, que des coûts qu'on va suivre. Et puis, donc là, il n'y aura pas forcément de clients. Et puis derrière, on va retrouver un certain nombre d'éléments au niveau de ces affaires. Donc, première chose, ici, déjà, vous avez la possibilité d'indiquer une devise. Et puis, regardez ici, on voit directement en étant sur l'affaire, éventuellement s'il y a un responsable, mais on peut voir l'avancement estimé. On a la possibilité d'indiquer, alors il y a l'avancement va être bien sûr calculé. Vous avez la possibilité d'intervenir sur l'avancement et pour indiquer un avancement qui est estimé, qui n'est pas forcément le même. Cet avancement, on va s'en servir pour la facturation, on va s'en servir pour la reconnaissance de revenus, on va s'en servir pour tous les éléments qui sont d'ordre financier derrière. Donc, je vois les revenus estimés à terminaison. Je vois ma règle de reconnaissance de revenus, puisque je peux avoir une règle qui est calculée par rapport à un ajustement qui va être manuel. Je vais pouvoir saisir manuellement un pourcentage. Je pourrais avoir également un pourcentage de dépenses avec une marge à terminaison. Je peux avoir un pourcentage de dépenses également sans marge à terminaison. Donc là, j'ai plusieurs règles de reconnaissance de revenus qui sont disponibles. Je continue sur mon affaire. Et puis, je vois ici que j'ai ma situation financière. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir le détail. J'ai une fonction qui me permet comme ça de mettre à jour directement la situation de mon affaire de manière à ce que j'en profite et je l'ai immédiatement en consultation d'affaires. Donc, je vois ici, par exemple, au niveau de mes coûts, que par rapport au budget, j'ai un écart en montant qui est important. Donc, il y a un pourcentage qui est calculé également, j'ai un écart de montant. C'est-à-dire que j'ai dépensé plus que je n'avais prévu initialement au niveau de mon budget, puisque j'ai un budget initial de 19 000 euros et un budget prévisionnel aujourd'hui de 30 000 euros qui tient compte de ce qui reste à faire et de ce qui a été réalisé. J'en vois l'impact immédiatement sur ma marge, c'est-à-dire que j'avais au départ une marge budget qui a été calculée, qui était de l'ordre de 40%, et avec les dépassements que j'ai au niveau de mes coûts, j'ai également ma marge réelle aujourd'hui, le pourcentage de ma marge réelle. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir une vision immédiate, et on peut imaginer un directeur de projet, il sait exactement où il va. Alors on va aller voir plus dans le détail la partie structure de coûts. Donc au niveau de la structure de coûts, on va retrouver les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire différents éléments de code budgétaire qu'on va retrouver dans des regroupements avec ici des lignes budgétaires. J'espère que ça vous gêne pas trop, peut-être le pousser. Vous avez ici des lignes budgétaires, donc j'ai de l'ingénieur, technicien, donc je vais pouvoir y indiquer ici une quantité, un prix unitaire, et c'est à travers la nature de dépense que je vais pouvoir, ici, quand je vais zoomer sur ma nature de dépense, c'est ma nature de dépense qui va m'indiquer s'il y a des prix, donc des coûts particuliers. Donc je vois ici que je peux faire évoluer mon coût de manière au fil du temps, bien évidemment, avec des dates d'activation, de manière à ce que mon budget aille chercher automatiquement la bonne valeur. Je peux le faire comme ça en saisie de quantité et de prix unitaire qui va se calculer automatiquement, mais je peux aussi très bien saisir un montant. Je ne suis pas obligé d'y rentrer des quantités ou des montants. Si c'est quelque chose, par exemple, que je n'ai encore jamais fait, donc je n'ai pas d'idée de temps, mais je peux y mettre directement un montant. On est bien ici au niveau des budgets. Et puis, et sur les budgets, ce qui est important également, que je vais vous montrer, c'est qu'on va avoir un certain nombre de choses qui est réalisé, donc avec une quantité éventuellement qui reste. Donc, si je vais sur ma gestion de projet, je peux tout simplement ici aller indiquer, par exemple, un restant engagé qui est différent. C'est-à-dire que là, je vois, par exemple, ici, ce qu'il en est. Donc, j'ai normalement pas de restant engagé, mais je pourrais très bien ici dire, si, en fait, il y a encore du restant engagé. Alors, soit je peux y mettre des quantités, des prix unitaires ou un montant directement, ce qui va, avec la trace du dernier engagé, qui va me permettre de dire, sur les budgets, je sais que je vais avoir un reste engagé qui n'est pas le même. Je peux très bien aussi avoir des restes à engager aujourd'hui et puis cocher aucun reste à engager pour dire non, c'est bon, c'est réalisé, donc on n'a pas besoin de cette partie de budget qui me permettra de le mettre à jour. Donc ça, c'est la partie budgétaire. Et puis on a l'équivalent
ici sur le planning des tâches. Et sur le planning des tâches, on va retrouver une organisation qui n'est pas forcément liée au budget. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter ici sur une tâche en particulier, je vais bien sûr la relier à un budget, mais je n'ai pas forcément l'équivalence, comme on a la possibilité également de faire quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire que je peux créer directement mes tâches, donc faire de l'opérationnel qui va créer automatiquement l'équivalent en ligne budgétaire, de manière à ce que j'ai mon suivi qui se fasse au niveau des tâches. Donc là, je vais avoir l'ensemble de mes tâches, si je développe tous les éléments, donc je vois l'organisation opérationnelle de mon affaire, et cette organisation opérationnelle, je vois qu'il y a des calculs qui vont se faire de l'avancement opérationnel de chacune des tâches, et j'ai la possibilité d'aller indiquer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un montant estimé sur mes affaires. Je peux le faire au niveau de l'affaire, j'ai l'information du montant également estimé au niveau ici du détail, c'est-à-dire que je vois l'avancement estimé et toujours la possibilité d'avoir un responsable qui est différent du responsable d'affaires qui pourrait être attaché à des groupes de tâches par exemple. Et je retrouve ici l'ensemble des opérations qui sont en cours. Donc là, ce sont que de la main-d'œuvre, donc j'ai un suivi complet sur la charge qui a été consommée, la charge qui était prévue, ma charge restante, donc j'ai une vue en permanence du reste à faire sur chacune de mes opérations. Et puis si je monte sur une opération qui est différente, là, qui va plutôt aller chercher des articles, je vois que j'ai ici non pas des opérations, mais je vois que j'ai plutôt des articles. Donc là, j'ai mes codes articles qui vont apparaître avec la disponibilité de mon article, avec tout le suivi aussi des articles que je vais fabriquer ou que je vais acheter et qui en fonction du délai vont me donner, ici on voit une date de disponibilité qui est bien correcte par rapport à ma date de besoin. Là ici j'ai une date de disponibilité qui est avant donc ma date de besoin, donc tout apparaît bien en vert et ça apparaîtra en rouge si jamais j'avais des articles qui n'étaient pas disponibles. Ça me permet de savoir aussi immédiatement si je risque d'avoir un problème de rupture sur les articles que je dois consommer et que je dois acheter. Donc après, derrière, je vais avoir ici tous les éléments qui sont liés à l'article, en particulier, donc je vois si c'était alloué ou pas. J'ai les différents coûts que je vais utiliser. Donc la méthode de budgétisation principale, j'ai choisi le coût standard et puis en secondaire, un coût standard actualisé, ce qui va me permettre de récupérer les montants au niveau de mes articles. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter toute la partie structure, organisation que l'on va retrouver au niveau d'une affaire. Alors il y a d'autres choses qu'on va retrouver au niveau de l'affaire en termes de suivi opérationnel. Dans ce suivi opérationnel, donc sur la partie des tâches, je vais avoir mon suivi d'affaires. Dans ce suivi d'affaires, je vais tout prendre pour que vous puissiez voir le maximum de choses. Donc ici, j'ai mon suivi d'affaires, donc c'est mon suivi opérationnel. Si je développe tout, je vais retrouver dans mon suivi d'affaires l'ensemble des éléments qui sont rattachés. C'est-à-dire, je vais trouver les dates de début, de fin, bien sûr, je vais voir l'état de mon suivi, et puis je vais retrouver les durées, je vais y retrouver éventuellement les ressources, je vais y retrouver les quantités prévues, les quantités réalisées, éventuellement les restes, et en rouge, partout où j'ai du retard. Donc tous ces éléments-là, si je descends plus loin, je vais retrouver également, là je suis sur des opérations, je vois quels sont les collaborateurs qui sont affectés sur ces tâches. Si je continue ici, j'arrive sur des produits que je vais fabriquer. Sur les produits que je fabrique, je vais voir ici, là encore, si ma date de disponibilité est correcte ou pas. Et puis, je vais retrouver l'ensemble des éléments concernant mes ordres de fabrication et je peux aller voir le détail. Et là, si je vais voir le détail de mon ordre de fabrication qui a été réalisé, vous voyez, je remonte de mon suivi opérationnel sur mon ordre de fabrication. Je remonterai aussi bien sur des commandes d'achat si c'était des produits achetés. Ça, c'est la capacité directement d'écrans synthétiques qui vont permettre d'avoir une vue d'ensemble de mon affaire, d'aller sur tous les éléments qui ont été générés, qui ont généré les valeurs que l'on trouve dans ces tableaux-là. Là, c'était la vision opérationnelle. Je vais passer maintenant sur une vision financière avec le suivi financier de mon affaire. Et sur le suivi financier de mon affaire, je retrouve la même chose, mais le même principe mais côté financier. C'est-à-dire que j'ai ici
Mais les différentes lignes de budget, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure dans ma structure budgétaire. J'ai tout le détail de ce qui a été ici donc budgété, ce qui a été engagé, ça c'est quand je vais lancer mon affaire, c'est quand je vais faire derrière des commandes fournisseurs, ils vont engager bien sûr des montants, la partie réalisée, et puis je vais aller voir le reste à engager et j'ai un total de prévision et je vois les écarts en montant. C'est-à-dire que le montant qu'on avait vu des écarts tout à l'heure, des 11 000 euros, je vais pouvoir voir le détail. Alors j'ai le détail ici sur mes lignes budgétaires, je vais retrouver ce même détail si je développe tout, mais cette fois-ci, sur les natures de dépenses qui étaient rattachées sur les différentes lignes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et là, je vais retrouver ici ce qui a été fait. Je vois qu'il y a de l'engagé sur des achats de transport. Je vois très bien là aussi où sont les écarts de montant. Je vois des prestations d'ingénieurs qui ont été engagées, des prestations qui ont été réalisées. Je peux là encore zoomer comme je vous l'ai montré tout à l'heure et je vais savoir ici dans mon tableau précisément quels sont les collaborateurs qui sont intervenus. Donc, je vois le code de la phase en fait qui était à réaliser avec les montants engagés, c'est quand j'ai lancé la phase, et je vois ici les temps qui ont été saisis. Donc, je vois la partie réalisée. Alors, je la vois en montant, et je peux très bien aussi la voir en quantité. Et là, maintenant, j'ai également le nombre d'heures qui a été réalisé et qui vont chercher, bien sûr, les coûts de chacun des collaborateurs. Donc là, je suis sur du pur opération, enfin, des opérations, donc de la partie service. Et puis, je peux faire la même chose ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure des achats. Eh bien, ici, j'ai des produits spécifiques qui ont été achetés, que je n'ai pas fabriqués. Donc, je vais aller voir le détail de tous ces montants-là. Je retrouve bien ici le montant des commandes fournisseurs. Je vois les réceptions de fournisseurs. Donc, les commandes m'ont généré de l'engagé. Ce que j'ai réceptionné pour l'instant m'a basculé, m'a décrémenté donc l'engagé pour me le mettre dans le réalisé. C'est la réception qui va bien mettre le réalisé. J'ai la possibilité ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, d'aller voir la réception. Et je rentre dans la réception, donc je suis dans ma pièce de réception. Et puis dans ma pièce de réception, donc là où je peux avoir plusieurs lignes, j'ai la possibilité derrière, bien sûr, d'avoir sur ma traçabilité de pièces, si je fais une traçabilité amont, je vais bien retrouver la commande d'achat initiale avec la réception. Je vois que ça n'a pas été facturé, j'aurai les informations de la facture. Sinon, directement accessible à partir de mon affaire. Et puis donc ça c'était sur la partie achat. Si c'est du matériel que je fabrique, c'est le même principe. Si je vais voir le détail, à ce moment-là ici, on voit que ce sont des ordres de fabrication. Donc j'ai dû réaliser de la consommation matière qui a été faite sur cette ligne donc d'affaires. Il me suffit ici, là aussi, d'aller voir l'ordre de fabrication et je me retrouve ici dans le data de l'ordre de fabrication. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de remonter sur mon OF aussi bien de la vue financière de mon affaire que de la vue opérationnelle avec le suivi d'affaires. Le but, c'est de ne pas sortir, d'aller chercher des informations partout. Donc, on retrouve ces éléments-là. Donc là, vous avez vu une vue au niveau des coûts. J'ai plusieurs vues qui peuvent être paramétrées puisque, en fait, on peut paramétrer les colonnes que l'on souhaite voir afficher et se paramétrer d'autres vues. Là, cette fois-ci, j'ai une vue qui est plutôt côté vente, c'est-à-dire que là, je vais récupérer le montant de mon budget, le revenu total. Alors, je vois donc la marge qui était prévue, je vois la marge réelle donc qui est bien inférieure, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, et je vois ce qui a été éventuellement facturé, passé en commande, qui est à régler ou qui a été déjà facturé. Donc j'ai ces éléments-là, éventuellement, si il y a des lignes de vente qui correspondaient à un détail de mon affaire, à ce moment-là, j'aurais bien les montants de vente qui apparaîtraient sur mes lignes de détail. Donc voilà l'exploitation qu'on va pouvoir réaliser sur ces affaires. Alors sur ces affaires, on continue et on peut aller encore plus loin dans la mesure où j'ai la possibilité de faire des clichés financiers. Enfin, j'ai des clichés financiers et des clichés. Les clichés financiers vont me servir après pour la partie reconnaissance de revenus, bien sûr, mais je peux faire des clichés ici financiers qui vont donc là j'en ai deux, j'ai deux situations qui ont été réalisées, donc je peux faire des clichés autant de fois que je le souhaite, c'est-à-dire que quand je vais apporter par exemple des modifications peut-être sur les budgets que j'avais prévus, je vais faire un cliché à ce moment-là de manière à garder la situation précédente et comme ça me permettra de voir la situation, de comparer plusieurs situations
tout au cours de la vie de l'affaire. Et donc ces clichés-là, une fois que je les ai générés, ça se fait uniquement sur cet écran-là, pardon, donc ça reste très simple à réaliser, je vais pouvoir comparer mes clichés financiers. Et donc quand je vais comparer mes clichés financiers, j'ai deux solutions. Je peux dire je vais comparer le cliché, donc ma situation 1, par exemple, avec ma situation 2. Donc je compare situation 1 avec la situation 2, j'applique et je vais avoir le résultat que vous avez vu tout à l'heure. Et donc j'ai bien la partie budgétée de ma situation 1 et le budget de ma situation 2 avec éventuellement des écarts s'il y en avait eu. Ensuite, par contre, j'ai l'engagé de la situation 1 et de la situation 2 qui diffèrent. C'est en plus ou en moins, donc là, je vais avoir les informations. Pareil, s'il y a un réalisé qui diffère, et derrière, j'ai tout le reste à engager, mes écarts, j'ai les écarts de l'ensemble de mes situations. Je l'ai ici sur ma ligne budgétaire, et j'ai la même chose, si je développe, j'ai le même principe ici sur le détail par nature de dépenses, donc que ce soit des frais, des achats ou de la fabrication, ou bien sur une partie temps. Ça, c'était le comparatif ici de deux situations. Je vais sortir de là, juste, je reviens rapidement, sans le lancer, vous dire je peux comparer une situation, n'importe laquelle, par rapport à la situation actuelle. Donc, si je compare par rapport à la situation actuelle, je vais avoir des écarts par rapport à mes deux situations. Vous voyez ici, je vois que entre-temps, j'ai apporté des modifications au niveau des budgets. Et donc, du coup, ça me montre là, ici, des écarts qui sont différents par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc on a la possibilité de réaliser ces éléments-là. Donc là, c'est tout le suivi qu'on va avoir à partir de l'affaire. Donc ça, on était sur la partie affaires. Alors je vais continuer, je vais aller un petit peu plus, peut-être un petit peu plus vite. Donc on a cet aspect-là, ce que vous avez vu. Deuxième chose, on a la possibilité pour créer des affaires de passer par des offres. Quand on va passer par des offres, tout l'intérêt ici, c'est de pouvoir générer des catalogues d'offres. Donc ici, je peux avoir des catalogues d'offres qui sont différents. Donc vous voyez ici, il y a toute une liste d'éléments qui sont pré-programmés, donc que j'ai saisi, je pourrais appeler donc pour créer des offres. Ici, par exemple, on est sur un contrat de service. Donc j'ai un contrat de service sur mon offre. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, on retrouve des codes budgétaires. Ici, il y a un élément qui est important, c'est la catégorie de ligne, c'est de la vente. Donc, ça peut être de la vente, de l'achat, de la sous-traitance, de la contingence, de la production. Donc, je vais pouvoir détailler tous ces éléments-là. J'ai l'article en question que je vais utiliser, c'est mon contrat de service, qui va être facturé à la journée. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais y trouver un mode de facturation ici, de mon contrat. Et je vais y trouver également un modèle de contrat. Donc, on va aller voir tout à l'heure les modèles de contrat. Et on peut créer des modèles de contrat si je les rattache à mes offres. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir aller directement à partir de mon affaire, mais ensuite générer mes contrats. Alors là, c'est un exemple simple d'un contrat de service. Après, on peut voir d'autres choses. Je vais pouvoir avoir des forfaits sur l'installation du serveur. Donc là, je vais changer et je vais chercher d'autres éléments au niveau de mes offres. Donc, je peux prendre directement, par exemple, des différents projets, de la réalisation, où là, je vais trouver ici de l'achat, du pré-montage. Donc, on le voit, j'ai à la fois des achats, de la main-d'œuvre. Donc, c'est pour montrer des exemples différents. Et sur les achats, je vais y trouver le prix d'achat, je vais y trouver les quantités, pareil, comme on l'a vu pour la main-d'œuvre. Donc, voilà, je vais pouvoir créer comme ça mon catalogue d'offres. Et une fois que j'ai créé mon catalogue d'offres, je vais pouvoir créer mes offres. Donc là, ici, je suis sur une offre. Et sur cette offre-là, on va voir que j'ai plusieurs choses. Donc ici, j'ai à la fois de la vente. Je retrouve, vous voyez, en fait, c'est tout simplement que j'ai fait du picking dans mon catalogue et j'ai récupéré un certain nombre d'éléments, donc les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, dont la partie, par exemple, sous-traitant de service. Au fur et à mesure que je réalise mon offre, il va me cumuler le montant de mes ventes. Il va me cumuler le montant de ma main-d'œuvre, des différents achats de contrats, et de tous les achats en général, les marchandises également. Et puis, donc, il va me définir ma marge
Donc, je vais avoir automatiquement de suite le calcul de ma marge par rapport à tout ce que j'ai rentré au niveau de mes offres. Alors, bien sûr, je récupère dans le catalogue des offres les éléments qu'on a vus tout à l'heure, mais je peux intervenir, bien sûr, sur les prix, sur les quantités, comme je le souhaite lorsque je vais créer l'offre. Et l'intérêt qu'on va avoir ici, c'est qu'à partir de l'offre commerciale, on peut avoir un circuit de signature. Donc offre validée en interne, offre validée client, donc de manière à ne pouvoir transformer l'offre qu'à partir du moment où elle a été validée et acceptée par le client. Et à partir de là, on a la possibilité de générer tout simplement les affaires. Donc en fait, on va créer automatiquement à partir de l'offre la commande de vente et l'affaire. Donc si je vais voir ici l'affaire qui a été générée donc à partir de ma commande, ici j'ai ma gestion d'affaires. Donc, même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais y trouver bien ma structure de coût. Donc, on a juste le forfait installation, donc avec différentes lignes budgétaires qui interviennent donc sur cette offre. Et puis, on va y trouver derrière le planning des tâches. Et le planning des tâches, donc là encore, on va retrouver tout ce qu'on avait tout à l'heure dans l'offre qui a été rapatriée du catalogue des offres, qui fonctionne de la même manière. Vous avez un pourcentage estimé, pourcentage d'opérations qui a été calculé. On va y retrouver éventuellement des opérations. Si je vais sur une ligne, par exemple, ici, je sais que celle-ci, c'est une ligne de sous-traitance. Donc, on voit, c'est une partie ligne normale, pardon. On va y retrouver, on a d'autres éléments qui interviennent, l'installation, le pré-montage. Donc celle-là, voilà, elle est lancée. Donc je vais avoir plusieurs lignes qui interviennent ici. Donc j'ai mes quantités restantes et je vais retrouver donc tous ces éléments-là sur les différents donc achats, tous les achats que je vais avoir ici. J'ai la sous-traitance câblage, par exemple. Donc sur un exemple, je vais vous montrer de sous-traitance, je vais retrouver ici le code article sous-traitance, je vais y retrouver le fournisseur, voilà, tous ces éléments-là qui sont directement sur mon affaire. Donc voilà, ça va mettre à jour automatiquement ce planning des tâches. Ensuite, ici, donc je reviens. Ça, c'était pour vous montrer l'exemple à partir d'une offre sur la création d'une affaire. On peut disposer également d'autres éléments, c'est-à-dire qu'au niveau de la création d'une affaire, on a la possibilité de créer un projet. Donc, je vous ai montré l'offre, mais on a la possibilité de créer un projet à partir d'une affaire modèle, donc on peut faire une copie d'affaires à partir d'une affaire modèle, d'une affaire existante. Et là, si je suis en copie à partir d'une affaire existante, il me suffit d'indiquer l'affaire sur lequel, donc là, il me suffit de créer, de prendre l'affaire que je vais utiliser et derrière de faire tout simplement une copie de mon affaire. La copie d'affaires, le principe, c'est de dire, voilà, je vais aller chercher une affaire en particulier, donc je vais prendre la 39 par exemple, je peux chercher une affaire. Il va me rapatrier l'ensemble des éléments qui interviennent dans l'affaire et j'ai la possibilité de tout sélectionner ou de dire non, je veux que certains éléments de mon affaire, je ne veux pas tout de l'affaire sur lequel je vais aller chercher les données. Et comme ça, il me suffit d'aller tout simplement faire du picking sur une affaire existante et de créer une affaire à partir de cette affaire existante, tout ça pour gagner du temps. Ce qu'on va retrouver, on a beaucoup d'outils de simplification de création d'affaires, que ce soit à travers les offres ou à travers ça. Donc ça, c'était la structure de l'affaire et toutes les manipulations qu'on peut faire et tous les tableaux de contrôle qu'on a mis à disposition de l'affaire. Ici, derrière, on va rentrer maintenant sur la partie gestion des opérations. Sur la partie gestion des opérations, on va y trouver quoi? Déjà, on est plutôt là maintenant sur la partie sur la partie temps. Première chose à noter, la partie utilisateur. Sur les utilisateurs, on va trouver des éléments qui sont propres à l'affaire. Propre à l'affaire, c'est qu'un utilisateur, il va avoir un rôle, là, il est technicien, il peut saisir des temps, bien sûr. Il a un taux horaire, il peut avoir un taux horaire ici. Une nature de dépense, c'est-à-dire que quand il va saisir des heures, ça va alimenter la nature de dépense technicien qu'on a dans l'affaire. Un site, ça c'est important quand on a plusieurs filiale, je dirais, du groupe qui travaille sur la même affaire, et son schéma hebdomadaire. Et je vois ici qu'il y a des compétences. Les techniciens, il pourrait avoir plusieurs compétences. On pourrait cumuler ici, ce qui va servir après derrière pour aller rechercher des informations et surtout des personnes disponibles pour les affecter sur des tâches. Donc, une fois qu'on a renseigné ces éléments-là, au niveau de l'utilisateur, on va avoir aussi des catégories d'heures qui vont intervenir. Les catégories d'heures, par exemple, on va avoir des heures normales et puis on peut avoir des heures particulières, c'est-à-dire des heures normales facturables aussi. Les heures normales facturables, on va en avoir besoin quand on fait de la facturation régie.
puisque pour aller chercher le nombre d'heures qu'on doit facturer, on va aller chercher les heures qui sont validées et qui sont des natures d'heures qui sont facturables. Et puis on peut avoir également d'autres types, ça peut être aussi des heures de la sous-traitance qui sont réalisées de la sous-traitance, et on a aussi des heures intersociétés. Les heures intersociétés qui sont notées comme ça, elles sont très intéressantes aussi, puisque ça, on va pouvoir générer en automatique les pièces intersociétés, c'est-à-dire que les factures de vente et d'achat interfiliales vont pouvoir être générées automatiquement à travers ces temps qui auront été saisis. Au niveau de la partie opération, on va y trouver un plan de charge. Donc tout l'intérêt, c'est ici, je vais pouvoir avoir mon plan de charge, par exemple, en jour. J'ai mon plan de charge sur, si je prends, je vais réduire, et puis je vais le faire sur une compétence. Je vais prendre les techniciens qu'on avait tout à l'heure, donc ce qui me permet ici d'aller rechercher mon plan de charge par rapport à des techniciens. Et je vois ici, en jour, le plan de charge, les charges planifiées, les charges réalisées, les capacités restantes, ce qui me permet aussi, là encore, de voir que j'ai des capacités, je vois des charges planifiées, les charges réalisées et ce qui me reste en capacité. J'ai immédiatement une vision de mes ressources. J'ai également le planning des ressources. Planning des ressources, c'est-à-dire, voilà, je suis sur mon site. Je vais ici, pareil, je vais remettre la période que j'avais tout à l'heure. Voilà, et je vais pouvoir dire sur les compétences, par exemple, de technicien, toujours pareil, j'ai la possibilité ici d'aller chercher les disponibilités. Donc, je vais pouvoir agrandir tout ça, me déplacer, et je vois quelles sont les périodes les gens qui sont disponibles et sur quelle période sur le mois j'ai demandé. Donc, j'ai des informations là aussi accessibles, et tous ces éléments-là, en fait, je vais l'avoir sur l'affectation des ressources. Je vais pouvoir, quand je dois affecter des ressources, je vais pouvoir dire, ici, j'ai des ressources à affecter. Ces ressources que j'ai affectées, je vais prendre toujours mes dates de tout à l'heure, et je vais pouvoir aller rechercher. Alors, si je prends tous les éléments, je le vois ici, tout ce que j'ai. Alors, je vais décocher affecté, donc pour aller chercher que les tâches que j'ai à affecter. Et ici, je vais retrouver sur l'ensemble de ces tâches un certain nombre d'éléments qui sont ici les ressources qui le sont déjà. Je vois les charges qui sont restantes, et je peux trouver sur des charges restantes, par exemple, dire voilà, je peux les affecter, mais je peux aller voir le planning. Donc je peux aller voir le planning des disponibilités, et j'ai la possibilité derrière, sinon tout simplement, de dire je peux affecter. Et pour affecter, je vois les personnes qui sont susceptibles d'être affectées, il me suffit tout simplement d'aller chercher des personnes, et puis de pouvoir aller indiquer c'est pas 16 heures, ça peut être par exemple que 4 heures que je vais affecter ici, et je vois mes heures qui ont été affectées immédiatement. Je continue pour aller rapidement. Derrière, bien sûr, il y a toute la partie temps, et on va retrouver grâce à l'affectation, on va avoir la possibilité tout simplement d'aller chercher ici tous les éléments sur lesquels je suis affecté. Ce qui me permettra à moi tout simplement de dire, voilà, j'ai ici les différentes affectations que j'ai à faire. Je vois un petit peu où j'en suis. Je vois que là, j'ai consommé plus de charges qui étaient prévues initialement, mais j'ai la possibilité de dire, voilà, j'y ai travaillé, c'était, je vais dire, le 15 janvier par exemple, et j'y ai passé 4 heures. C'est tout. J'ai pas besoin d'aller renseigner d'autres éléments, je peux aller très vite, et comme ça, on peut avoir une saisie qui est extrêmement rapide au niveau des temps. Je continue à aller vite. On a un circuit de validation des temps qui est optionnel, on n'est pas obligé de suivre ce circuit, parce que si je vais ici, alors je voulais juste, ici au niveau des opérations, vous montrer le principe. Si on a au niveau des saisies des temps, des temps qui sont donc des catégories d'heures, on a vu, qui sont intersociétés, ça va pouvoir me générer en automatique les factures à la fois d'achat et de vente intersociétés. Je continue sur la validation des temps. On a un flux de validation des temps. Le principe, c'est de dire, voilà, j'ai les temps qui sont validés par les utilisateurs, moi je vais pouvoir aller contrôler, par exemple, contrôler ou valider tout simplement des temps. Donc je peux tout simplement dire, je vais contrôler les temps, donc je vais prendre, alors je vais pas forcément limiter, je vais prendre tout ce que j'ai aujourd'hui, voilà. J'ai des temps qui ont été validés par des collaborateurs, je peux tout simplement dire, ce que je vais faire, c'est que je vais dire statut contrôler, et je vais dire, voilà, celui-là, ok, donc je dis que c'est contrôlé, il suffit de valider, donc de dire, voilà, ici, je contrôle mes temps, et je vais pouvoir donc valider, et mes temps vont passer, voire sortir, parce que ces temps ont été contrôlés. Donc si je vais ici cocher pareil, je vais pouvoir dire par exemple à la fin que je vais valider
et dire que j'approuve, par exemple, voilà, les temps. Donc, c'est approuvé. Donc, une fois que j'ai validé les temps que j'ai approuvés, ben, je vais pouvoir passer à la phase finale, hein, je dirais cette phase finale qui va être au niveau des temps, la comptabilisation des temps. On va aborder maintenant la partie facturation. Donc la partie facturation, au niveau des affaires, on a 3 modes de facturation d'affaires. La partie facturation au jalon. Facturation au jalon, le principe c'est de dire, ben voilà, j'ai prévu dans mes ventes qu'il y aurait, je facture au jalon 1, 20%, au jalon 2, 30%, pareil au niveau de différents jalons. Ces jalons vont être affectés sur des tâches. Et une fois que la tâche est soldée, ça veut dire que le jalon il est traité, donc je vais pouvoir comme ça générer ma facture au niveau du jalon. Ça, c'est la partie jalon. Facture d'avancement, je vais pouvoir mettre les pourcentages estimés que vous avez vu tout à l'heure, et c'est ce qui va me permettre d'aller facturer en fonction de ces pourcentages estimés. Et facturation régie, ça va être le cumul des heures facturables, qu'elles soient des collaborateurs de la société qui gère l'affaire, qu'elles soient des collaborateurs des filiales qui sont intervenus pour cette affaire-là, ou que ce soit des heures qui ont été réalisées par des sous-traitants. Et donc, toutes ces heures-là vont se cumuler et je vais pouvoir récupérer ces informations-là. Un petit schéma, juste quelques schémas pour montrer un petit peu comment ça se passe. On a vu, j'ai ma ligne de commande. Le principe des opérations, c'est que je vais mettre des pourcentages estimés comme je vous l'ai montré. Et la moyenne, du calcul de la moyenne de pourcentage estimé va me permettre de générer la facture de l'avancement. Pour la partie régie, c'est un peu le même principe, surtout, on va partir des temps, comme je vous l'ai dit, qui sont facturables, qui sont rattachés sur les opérations, et c'est les quantités réalisées qui vont permettre de facturer. Facturation au jalon, là, le petit exemple, c'est j'ai plusieurs jalons, et dès qu'on solde l'opération qui est rattachée à ce jalon-là, à ce moment-là, je vais pouvoir facturer. Donc ça, c'est les différents éléments qu'on sait gérer en termes de facturation sur l'affaire. La partie contrat de service, puisqu'on va gérer également les contrats de service, c'est le même principe, on va savoir faire sur ces contrats plusieurs modes de facturation, la facturation récurrente, la facture à l'intervention, on va avoir également la facture à points, donc sur lequel on peut avoir des réalisations avec des valeurs de points particulières. Ici, les modèles de contrat, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur lesquels ces modèles de contrat, on va avoir dans les éléments de facturation, si c'est à l'unité, par exemple, avec un nombre d'unités prévues et une valeur de l'unité supplémentaire, le cas échéant. Après, comme vous le voyez ici, ça peut être des forfaits récurrents ou des récurrents à l'intervention. Bien sûr, au niveau de la facturation, on dit qu'on va facturer ici, dans cet exemple, tous les mois en post-facturation. Et puis en termes de gestion, on voit que le contrat, il est d'une durée de 36 mois. Ça, c'est un modèle de contrat, c'est ce qui va servir à générer les contrats derrière, puisqu'on a la possibilité de la faire, de générer tous les contrats. On peut associer sur ces contrats, bien sûr, des fiches parc et rattacher le parc à un contrat. Les demandes de service vont servir, elles vont être utiles pour tout ce qui est facture, bien sûr, à l'intervention, où on va facturer les lignes d'intervention, enfin les lignes facturables qui sont contenues dans les comptes rendus d'intervention. Un exemple du cheminement de la facturation, par exemple, au forfait, on a la même structure qu'on a vu tout à l'heure, la génération de l'affaire directement des contrats. On a les contrats de service, on rattache le parc, il y a des demandes de service, des interventions pour mettre à jour les temps dans les opérations. Et puis derrière, là, on est sur un forfait récurrent. Donc là, on va facturer tous les mois le même principe. Et puis pour terminer, la partie reconnaissance de revenus, bien évidemment. Donc la partie reconnaissance de revenus qui va arriver sur la fin. Quand on est sur l'affaire, ça va être le fichier financier qui va servir à la reconnaissance de revenus. Et voilà un exemple, un type de reconnaissance de revenus de ce qu'on va faire. On va être en capacité donc de calculer tous ces éléments-là en fonction de ce qu'il y a dans l'affaire, des avantages. Donc, je vois le pourcentage donc à terminaison. Je peux éventuellement changer ce pourcentage-là. Je vois le pourcentage de marge qui a été calculé. Et puis, ça va me permet donc de calculer ici le revenu que je dois reconnaître. Alors là, c'est pour une affaire, mais on peut bien évidemment, il y a un système qui permet de lancer la reconnaissance de revenus, bien sûr un traitement qui va pour une fourchette d'affaires, un grand nombre d'affaires, toutes les affaires si on le souhaite, de manière à y générer les écritures comptables qui vont y être associées. Et ici, donc voilà, ça va calculer le montant qu'il faut reconnaître en termes de revenus. J'ai terminé pour la présentation. J'étais rapide un peu sur la fin. Je pense que j'ai un petit peu débordé. Il m'en reste encore dans les temps. Merci Hervé. Nous avons pas mal de questions.
Donc, il nous reste effectivement 5 minutes pour aborder les questions. On débordera un petit peu si besoin. Première question, donc les indicateurs ou KPI qui ont été présentés sont-ils livrés en standard du système? Certains, oui, c'est-à-dire que le seul qui ne l'est pas, que j'ai réalisé pour la présentation d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Okay. Les autres sont livrés. Mais après, c'est un niveau fonctionnel, hein, c'est pas, j'ai pas de compétences techniques, donc ça reste un outil très orienté utilisateur fonctionnel pour réaliser ce type d'indicateur et de tableau de bord. Ok. Est-ce qu'on peut faire des simulations dans ce module pour voir l'impact sur la marge? Absolument, puisque l'affaire elle n'est pas figée, on a la possibilité d'intervenir, de venir modifier des éléments de manière à pouvoir avoir un recalcul qui se fait automatiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la situation financière qu'on va voir, elle est en temps réel. Donc c'est au moment où je vais consulter la situation financière qu'il y a des requêtes SQL qui vont se lancer pour aller chercher les éléments de l'affaire et les éléments rattachés à l'affaire de manière à alimenter les tableaux. Ok. Pour avoir les informations d'engagement, est-ce un lien avec les commandes? Alors, il y a deux choses. Si c'est la partie achat, oui, tout à fait, mais c'est natif, hein, il n'y a besoin de rien faire. C'est-à-dire que dès que je fais une commande fournisseur, ça va venir alimenter le montant engagé. Et quand je vais lancer une tâche qui a de la main-d'œuvre, ça va alimenter le montant engagé de la tâche. Dans le cas d'une affaire interne, est-ce qu'il est possible d'immobiliser le budget global engagé? Alors, si on est sur des achats, donc c'est lié à des commandes, donc on peut très bien avoir des commandes qui concernent des articles qui sont immobilisés et qui vont alimenter un compte de classe 2. Il n'y a pas de restriction sur la typologie d'article qui est acheté, qui est rattaché à l'affaire. Ok. En standard, peut-on faire remonter dans une affaire, lorsque cette dernière est créée avec un numéro de client, le montant et la référence d'un devis, d'une commande et d'une vente ou d'une facture de vente? C'est lié à l'affaire, c'est-à-dire que le devis, on va pouvoir le créer, on a déjà, ça peut être l'offre, ou on peut créer le devis à partir de l'affaire, donc il est nativement rattaché à l'affaire, et à partir de là, tout ce qui est commande facture qui suivent vont être rattachés à l'affaire. Dans tous les cas, on peut rattacher à l'affaire n'importe quel type de pièce dans la mesure où ce qu'on a, je veux dire, en plus avec la gestion à l'affaire, c'est qu'on a déjà sur la partie analytique, un axe analytique à faire, donc qui va contenir le numéro de l'affaire en tant que section analytique, et on a un deuxième champ qu'on va retrouver partout, que ce soit des pièces de stock, d'achat, de vente ou de comptabilité, un deuxième champ affaires qui va permettre de rattacher cette ligne-là, donc ça va être une ligne de facture ou la facture en entier, bien sûr, à une tâche en particulier ou un code, une ligne budgétaire en particulier de l'affaire. Ok, merci. Peut-on importer les données d'un CRM externe dans ce module d'affaires, notamment pour les temps passés sur des affaires par les collaborateurs? Oui, on livre un descriptif d'import de temps en standard. Est-ce que ce module existe-t-il avec la V11? Alors partiellement, puisqu'il existe sur la V11, mais dédié à l'industrie, et depuis la V12, il couvre l'industrie et services. Ok. Est-ce la réception qui valorise le réel ou la consommation ou la facturation? La réception. Ok. La création de l'offre peut-elle générer un devis?
Et la consommation aussi, hein, c'est juste pour une précision pour tout à l'heure. Du coup, j'ai pas entendu la question. La création de l'offre peut-elle générer un devis? À la création, en fait, c'est l'offre qui le devis. Hein. Parce qu'on peut imprimer l'offre qui peut servir de devis. L'offre, après, derrière, elle va générer une commande quand elle est validée. Peut-on regrouper plusieurs offres sous une même affaire? Oui, j'ai pas eu le temps de le montrer, mais en fait, on a des affaires associées. Alors, plusieurs offres sur la même affaire. Bon, l'offre, elle est rattachée à l'affaire. Par contre, une fois qu'on est dans l'affaire, on peut y mettre des affaires associées qui permettent comme ça d'avoir une vue. C'est-à-dire que le tableau financier que j'ai montré, il y a une case à cocher qui précise est-ce qu'on veut les affaires associées. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec le montant budgété, engagé, réalisé, les écarts euh, affaire par affaire, mais aussi globale. Donc, on a l'information globale sur toutes les affaires qui y sont associées. Peut-on rattacher plusieurs commandes de vente ou devis à une affaire? Oui. Est-ce que l'affaire ne peut pas exister avant la création de l'offre? Et le cas échéant, peut-on effectuer le rattachement? Dans ces cas-là, si on crée le principe de l'offre, c'est de générer justement l'affaire. Dans ces cas-là, si on part plutôt de l'affaire, à ce moment-là, on peut créer l'affaire et ensuite on peut créer des devis à partir de l'affaire. Et l'affaire, donc du coup, le devis, il est rattaché à l'affaire. Ok. Est-ce que l'affectation des ressources est en lien avec le pointage sur les OF? Alors, c'est pas l'affectation des ressources qui est faite dans l'affaire n'est pas la consommation de temps qui est au niveau des OF. Après, au niveau de la partie fabrication, les affectations peuvent être différentes. Ok. Est-ce que le module de gestion à l'affaire existe en standalone? Non. Est-ce envisageable, pardon, je recommence. Est-ce envisageable ou pertinent de créer des affaires pour chaque article vendu qui peuvent être multiples ou sur mesure? Est-ce possible de réactualiser le réalisé, mais a posteriori et pour un ensemble d'affaires? Tu veux que je Alors, je, recommence? C'était ouais, un peu long. je Est-ce comprends pas tout. envisageable ou pertinent de créer des affaires pour chaque article vendu? Je vois pas d'exemple. Dans tous les cas, il n'y a pas d'obligation de créer une affaire pour chaque article vendu. On peut très bien créer une affaire, je veux dire, voilà, simple et rattachée, où il n'y a qu'un article vendu, par exemple. Ça, il y a rien qui l'empêche. Après, je saurais pas, j'ai pas d'exemple en tête qui me dirait que c'est pertinent, pas pertinent. Donc, je ne sais pas. C'est faisable, mais c'est tout ce que je peux répondre à ce stade-là. Nous avons encore pas mal de questions, mais le temps passe. On en pose encore quelques-unes. Est-ce possible de créer plusieurs commandes de vente sur la même affaire? Oui, Est-ce possible de créer des livraisons des commandes enregistrées sur l'affaire? oui, oui, puisqu'on peut avoir on peut avoir des articles qui sont livrés chez le client, enfin sur site. Donc oui. L'outil est-il adapté pour gérer un grand nombre de petites affaires de type contrôle technique, par exemple? Je dirais bah oui. Après, on peut avoir des affaires effectivement simples. Tout dépend de la. Après, là, je peux pas répondre dans la mesure où j'ai pas des chiffres, combien d'affaires, combien de lignes par affaire, donc c'est difficile pour moi de répondre.
Ok. Ouais, écoutez, il y a encore pas mal de questions, mais on va pas avoir le temps de toutes les aborder. Ce que je peux vous dire, puisque la question est apparue également plusieurs fois, c'est que cette session était enregistrée, donc vous allez pouvoir accéder au replay très rapidement, très probablement à partir de demain. Donc voilà, nous n'allons pas pouvoir passer en revue toutes vos questions, mais vous pouvez sans difficulté nous les poser, soit bien sûr auprès de votre interlocuteur habituel, soit vous pouvez les poser à l'adresse information@sedge.com, information au singulier mge@sedge.com. Voilà, Christophe. Ouais, merci Isabelle, merci Hervé pour cette présentation à la fois détaillée et bien rythmée. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la gestion à l'affaire. Je pense que voilà, tu as bien démontré en tout cas comment cette notion de gestion à l'affaire crée en quelque sorte un consensus autour de toutes les parties prenantes de l'entreprise, autour en fait, des fondamentaux et comment elle peut apporter finalement davantage d'agilité et de capacité d'anticipation, et plus particulièrement dans le contexte actuel. Euh, voilà, la capacité également à maîtriser ses marges en amont et non plus les constater a posteriori, ce qui me semble être un point clé. Et puis le fait surtout que cette notion de gestion à l'affaire puisse effectivement s'appliquer autant au secteur du service, de l'industrie que des négoces, en apportant des capacités de pilotage forts et en s'appuyant sur ce qu'on va appeler le business as usual, donc tous les processus qui sont déjà en place. Effectivement, il y avait beaucoup de questions. Ce que je propose, c'est que, comme le disait Isabelle, vous contactiez directement votre interlocuteur habituel, soit chez votre partenaire, soit chez Sedge. Définitivement, c'est impossible à dire. Toujours difficile à dire, oui. Voilà, exactement. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et encore merci pour votre présence à cette session. Merci à tous.